Lundi dernier, nous avons consacré une séance entière au site de Chagar-Bazar. Nous avons vu comment la fouille a permis de découvrir plus de 400 documents administratifs datant de l'époque de Samsiadou. Nous avons pu les compléter avec de nombreux textes découverts à Mari. Et l'ensemble a permis d'identifier le site avec la ville d'Achnakoum de manière assurée. Ce point d'ancrage supplémentaire d'un toponyme sur la carte permet de continuer à étudier le cœur de la Haute-Mésopotamie, formé par ce qu'on appelle le triangle du Habour. Et nous allons étudier aujourd'hui deux autres villes de cette région, Nahur et Ilan Soura. Elles ont en commun de ne pas avoir encore été localisées avec certitude et donc évidemment pas fouillées. Elles sont avant tout connues par des lettres adressées au roi de Mari par différents personnages qui y ont résidé. Mais il faut commencer par élargir la focale en considérant l'ensemble de la région à laquelle ces deux villes appartenaient, de même qu'Achnakoum, étudié la semaine dernière, et qui portait le nom d'Ida Maratz. Nous verrons qu'il s'agissait d'une sorte de confédération. Le dossier de Nahur nous donnera l'occasion de dresser le portrait d'Iturazdou, que Zimrilim envoya comme gouverneur local dans la seconde moitié de son règne, et on a là une innovation institutionnelle intéressante, car la province de Nahur n'était pas en continuité territoriale avec le reste du palais de Mari. Quant à Ilan Soura, il ne semble pas qu'il s'agissait d'une ville très importante dans l'absolu, mais l'abondance des lettres qui y furent rédigées à l'intention du roi de Mari permet de dresser quelques savoureux portraits, celui du roi local Hayasumu, à la longévité exceptionnelle dans la région, celui de ses deux épouses, filles de Zimrilim, qui finirent par se haïr cordialement, celui enfin du chef de la garnison mariotte à Ilan Soura, nommé Yamtsoum, et j'avoue avoir une faiblesse pour ce dernier, parce que je l'ai pour ainsi dire fréquenté pendant de nombreux mois, entre 1984 et 1988, lorsque je préparais l'édition de sa correspondance, qui compte pas moins de 33 lettres et constitue une source remarquable. Il existait en Haute-Mésopotamie plusieurs ensembles régionaux que nous pouvons qualifier de confédérations. De l'une d'elles, je n'aurai pas le temps de parler, il s'agit du Zalmakoum, dans la région du Haut-Balir. On y trouve 4 royaumes, Haran, Nihria, Khanzat, une ville qui s'appelle également Shubat Shamash, et pour finir, Shuda. L'autre structure, plus ou moins analogue, était située dans la partie occidentale du triangle du Habour, donc un petit peu plus à l'est. Il s'agit de l'Ida Maratz. Nous allons commencer par en dresser les contours, puis nous analyserons les assemblées qui rythmaient la vie politique de la région, avant de voir son importance pour les éleveurs nomades simalites qui y faisaient paître leurs troupeaux. Je vous rappelle pour commencer l'instrument de travail essentiel que constitue le volume que nous désignons sous le sigle de MTT11, publié en 2016 par Nele Ziegler et Anne-Isabelle Langlois. Il traite de toponymes paléo-babyloniens de Haute-Mésopotamie et vous pouvez le consulter en libre gratuitement. Je vous rappelle aussi que les données de ce livre sont accessibles sur le site Archibab à l'onglet « Sites », avec une actualisation régulière en fonction des publications qui sont intervenues depuis 2016 et avec une cartographie magnifique. Le nom même de l'Ida Maratz est peut-être à comprendre comme la région à côté du Maratz. C'est l'étymologie qu'a proposée Jean-Marie Durand en 1990, qui considère que Maratz, littéralement le difficile, pourrait être le nom donné à une montagne, en l'occurrence ce qu'on appelle aujourd'hui le Turabdin. Mais il faut ajouter que nous n'avons pour l'instant aucune référence actuellement au toponyme Maratz pris isolément. L'Ida Maratz était divisée en une dizaine de petits royaumes allant du Djagdjag au Habour supérieur.
Et ici, il faut faire une toute petite modification sur la carte de MTT 1.1. Le nom a été imprimé un tout petit peu trop à l'est. En réalité, l'Ida Marats commence là où s'arrête le pays d'Apum. Et la lettre ARM 551 définissait, nous l'avons vu la semaine dernière, une partie de l'Ida Marats qualifiée de Ida Marats supérieure avec 4 villes, Nahur, Tal Rayum, Kirdarat et Ashnakum. Seul Ashnakum est localisé avec certitude à Shagarbazar et Kirdarat se trouve très vraisemblablement à proximité de la ville actuelle de Hasake. Ce qui est gênant pour nous, c'est qu'il n'est nulle part question d'un Ida Marats inférieur, Chaplum, et on aimerait bien savoir quelles étaient les villes qui pourraient l'avoir constitué. L'Ida Marats semble donc avoir formé une sorte de confédération, et Nahur était le lieu où se réunissaient le plus fréquemment les rois de la région. Nous avons vu la semaine dernière un texte décrivant une de ces réunions. Vous vous rappelez que le roi Samétar avait refusé d'y participer parce qu'il était manifestement furieux que Zimrilim ait choisi son rival Hayasumu pour prendre la tête des rois de l'Ida Marats. Une lettre plus ancienne montre que de telles réunions n'étaient pas forcément favorables au roi de Mari. Lors de la montée des troupes d'Eshnuna dans la région, en l'an 3 de Zimrilim, le général Yassidagan reçut des plaintes du fait que le roi de Mari semblait avoir fait alliance avec Kardinim, aux grandes dames de Hayasumu, dont celui-ci était l'ennemi. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Yassidagan, ton serviteur. Tout l'Ida Marats s'est réuni, mais ses discours sont devenus séditieux. Nous avons pris Zimrilim pour être notre seigneur. Or, il est en paix avec mon allié, mais il est aussi en paix avec mon ennemi. Or, nous n'avons nullement vu qui est l'allié ou l'ennemi de Zimrilim, notre seigneur. L'Ida Marats s'étant réunie a dit ces choses et de nombreuses autres choses, et leurs discours sont séditieux. » Alors, j'interromps ici ma lecture de la lettre pour une remarque de méthode. Le problème que pose ce genre de citation est évidemment celui de l'authenticité des paroles citées. Une chose est sûre, c'est que la lettre a été dictée ou rédigée dans les heures qui ont suivi cette réunion. Et donc, la possibilité d'une réécriture en fonction d'événements postérieurs est exclue, ce qui est déjà un cas de figure très favorable. Mais on peut quand même douter qu'il s'agisse d'une citation mot à mot. Il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ce passage, c'est le changement qu'on trouve entre la première personne du pluriel et la première personne du singulier, et cela me semble le signe d'un manque de cohérence dans l'écriture du passage, comme si l'auteur de la lettre juxtaposait des phrases qu'il a entendues sans introduire une cohérence rédactionnelle. Et donc ceci serait plutôt en faveur de citations mot à mot. Quoi qu'il en soit, le sens du passage est très clair. L'Assemblée déclare que Zimrilim, auquel l'Ida Marats s'était rallié, est en paix à la fois avec les amis et avec les ennemis de l'Ida Marats. Et donc, Zimrilim ne respecte pas son serment d'alliance. On en connaît la formule par d'autres exemples. On jure en général de la façon suivante: je serai en paix avec qui tu es en paix, et je serai en guerre avec qui tu es en guerre. Et donc le résultat, c'est qu'on ne sait plus très bien avec qui Zimrilim est vraiment allié, d'où le trouble des gens de l'Ida Marats. Le général Yassidagan continue son rapport ainsi. Hayasumu, dans l'assemblée de tout l'Ida Marats, s'est levé et m'a parlé ainsi. Alors au passage, on apprend que dans ces assemblées, les gens sont assis et il n'y a que l'orateur qui se lève. Pas besoin de micro, ça suffisait. J'ai eu confiance en Zimrilim. Je n'ai eu confiance en personne d'autre. En dehors de Zimrilim, je n'ai pas d'autre père et sauveur. Mais actuellement, il ne se trouve personne qui puisse me sauver. Hayasumu m'a dit cela
et beaucoup d'autres choses. Donc ici, il y a une intervention du rédacteur qui est clairement notée. Il a résumé les propos tenus par le roi d'Ilan-Soura. Et celui-ci se déclare déçu. Il a comme allié exclusif le roi de Mari, mais celui-ci ne fait rien pour l'aider face à ses ennemis. Yesidagan continue. Je lui ai répondu ainsi pour ma part. Qui t'a fait revenir dans la ville d'Ilan-Soura? Et à présent, sur l'ordre de qui Carnilim et les Bédouins sont-ils venus à ton aide? N'est-ce pas sur l'ordre de mon seigneur, Zimrilim, qu'ils sont venus pour toi? Voilà ce qu'entre autres choses, je n'ai eu de cesse de lui répondre. Et vous voyez qu'ici, finalement, le nom de cet ennemi est donné, c'est Carnilim, le roi d'Andarig, une ville située au sud du Djebel Sinjar, dont nous reparlerons prochainement. Dans un premier temps, Carnilim s'était rangé du côté des Echnounéens, contre qui les rois de l'Idamarats avaient combattu. Mais Carnilim avait ensuite retourné sa veste, et du coup, les alliés de Zimrilim se trouvaient être du jour au lendemain dans le même camp que leur ennemi de la veille, et ça ne se fait pas évidemment très facilement. La lettre commençait par indiquer tout l'Idamarats s'est réuni, mais sans indiquer qui étaient toutes ses composantes. Heureusement, d'autres lettres sont plus précises, qui nous donnent le nom de tous les rois. Et c'est nous qui pouvons préciser quelles sont leurs capitales. En voici un exemple, le début d'une lettre d'un chef nomade, Merhoum Ibalpiel, qui est connu par deux manuscrits différents. Une lettre est adressée à Zimrilim et une autre à son ministre Samétar. Et les deux textes sont pratiquement identiques. Je cite, « Les rois de l'Idamarats, Chayasumu, Samétar, Shubram, Ibaladou, Tamarzi, Hamikun, Yamutlim, Limiadou et Zarakura Aboum se sont réunis avec leurs troupes et la troupe du pays d'Apoum. » Eh bien, nous pouvons localiser la presque totalité des 9 rois ici énumérés. Chayasumu, c'est le roi d'Ilan-Soura. Samétar, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est le roi d'Ashnakoum. Shubram, selon les moments, a eu pour capitale Kirdahat ou Sousa. Ibaladou, c'est le roi d'Ashlaka, on l'a déjà rencontré. Tamarzi est le roi de Tarmani. Hamikun ou Hamikuna, le roi de Shudurum. Yamutlim, on ne sait toujours pas. Limiadou est le roi d'une petite ville nommée Anamashoum. Et Zakura Aboum était le roi de Zalouhan. Alors, dans cette lettre, eh bien, il est question du rassemblement des rois avec leurs troupes. On est donc dans un contexte militaire. Mais la confédération de l'Idamarats semble avoir fonctionné avec un régime d'assemblée, et il faut remarquer que celles-ci sont différentes dans leur nature des assemblées urbaines que nous avons rencontrées antérieurement à Imar ou à Toutoul. Ici, ce qu'on trouve, c'est avant tout des rois, mais aussi, nous allons le voir, parfois aussi les anciens des villes concernées. Alors nous n'avons pas d'indication sur le rythme auquel se tenaient ces assemblées. C'était sûrement pas un rythme régulier, mais ça ne semble pas non plus avoir été exceptionnel. En voici encore un exemple, écrit par Chaknoum, qui a été membre de la garnison d'Ilan-Soura. Monseigneur m'a donné des instructions au sujet de la venue de Chayasumu au sacrifice d'Ishtar. J'en ai parlé à Chayasumu, mais il m'a répondu ceci: ma venue n'est pas opportune tant que je n'aurai pas apaisé l'Idamarats. Maintenant, les rois de l'Idamarats se sont rassemblés à Urgish pour aller vers Carnilim et Chayasumu. Ils ont terminé le rassemblement à Urgish et ils se disposent à aller au district de Nahur. Donc le roi d'Ilan-Soura refuse de se rendre à Mari tant qu'il n'aura pas rencontré les autres rois de l'Idamarats, et la rencontre est une nouvelle fois prévue à Nahur. Certains textes montrent que ces assemblées ne comprenaient pas seulement des rois, mais aussi des anciens. C'est ce que montre cette lettre du roi d'Ashlaka, Ibaladou. Monseigneur m'avait écrit au sujet de l'envoi de troupes le lendemain du jour où j'ai fait porter à Monseigneur ma présente tablette. Serviteurs de Monseigneur, c'est-à-dire des rois, et anciens de l'Idamarats, nous nous réunirons à Ashnakoum,
je prendrai des nouvelles complètes de leur assemblée et je les enverrai à Monseigneur. Donc ici, le point où se tient l'assemblée, c'est Ashnakum et pas Nahour, mais on voit qu'il y a à la fois des rois et des anciens, sans qu'on sache si les anciens étaient présents à côté de chacun de leurs rois, ou si au contraire, on n'a pas des cas où ce sont les anciens qui viennent parce que le roi a préféré, pour diverses raisons, sécurité par exemple, ne pas venir à l'Assemblée, mais déléguer des personnes. Donc on aimerait, comme toujours, en savoir plus, mais c'est déjà pas mal. Et ce qu'on voit, pour terminer, c'est le fait que l'Ida-Maratz n'était pas seulement constitué des royaumes que nous venons d'évoquer, qui étaient centrés autour de capitales avec des villes plus petites tout autour. Toute la région formait le territoire de parcours des nomades simalites qui faisaient paître leurs troupeaux. Et j'ai déjà cité cette lettre qui est tout à fait intéressante. De même que le pays du Yamhad, le pays de Katna et le pays d'Amurum constituent le territoire de parcours des Yaminites, et que dans ces pays-là, les Yaminites se rassasient de grains et font paître leurs troupeaux, de même, depuis toujours, l'Ida-Maratz constitue le territoire de parcours des Hanous, et ici, ce terme qui peut décrire les Bédouins de façon générale, par opposition à Yaminites, décrit les seuls Bédouins simalites. Une lettre de Samétar, le premier ministre de Zimrilim, à ne pas confondre avec le roi d'Ashnakum, c'est fâcheux, mais c'est comme ça. Eh bien, cette lettre donc définit Nahour comme étant le nombril des Simalites. Ce que Michael Guichard, qui a cité la lettre, commente ainsi: il faut comprendre que la ville occupait une position stratégique au milieu du territoire du Haut-Pays, parcouru par les groupes transhumants. L'expression témoigne de toute façon du rôle spécial de Nahour pour les nomades simalites, sujets de Zimrilim, qui pouvaient y trouver un refuge et une base d'où mener certaines de leurs activités dans la plaine du Habour. Et c'est donc maintenant la ville de Nahour que nous allons étudier de plus près. Nahour n'était sûrement pas très éloigné d'Ashnakum, donc de l'actuel Chagar-Bazar, mais sa localisation n'est toujours pas assurée. Celle-ci doit s'appuyer sur des corpus variés. En effet, la ville est connue comme une étape des marchands paléo-assyriens en route vers la Cappadoce. Elle est en outre bien documentée par les textes de Marie, qui offrent une cinquantaine de références à ce toponyme, datant presque tous de l'époque de Zimrilim. Et elle a eu aussi une grande importance dans la seconde moitié du deuxième millénaire, comme le montrent les textes médio-assyriens dont il faut également tenir compte. Ce que je vais vous dire à propos de Nahour s'appuiera en bonne partie sur les travaux de Michael Guichard. Il devrait publier prochainement un volume des Archives royales de Marie, dans lequel il doit éditer la correspondance d'Itourasdou, qui fut, comme nous allons voir, gouverneur de cette ville sous Zimrilim, ainsi que d'autres lettres du même horizon géopolitique. C'était la pièce maîtresse de son habilitation soutenue en 2006, et il a déjà publié quelques-unes de ces lettres et fait de nombreuses citations à d'autres, inédites, dans différentes études auxquelles je vais me référer. À l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie, Nahour semble avoir été le siège d'un district dont le gouverneur s'appelait Ila Salim. Jean-Marie Durand a en effet signalé que, dans une lettre inédite, celui-ci jure par Addou de Nahour. Et on verra que le dieu de l'orage de Nahour était la divinité principale de la ville. Il existe 5 lettres d'Ila Salim, dont une seule a été pour l'instant publiée et qui donne une indication intéressante à propos de la localisation de la ville. « Dis à Monseigneur Yasmaradou, ainsi parle Ila Salim, ton serviteur. Le roi, c'est-à-dire Samsiadou, m'avait donné un char. À force de me déplacer à travers le plat pays et la montagne, ce char s'est rompu en son milieu. Et maintenant, il n'y a plus de char où je puisse monter lorsque je vais comme ci, comme ça. S'il plaît à Monseigneur qu'il m'en donne un. En attendant la venue de Monseigneur, je réorganise le pays. Moi, je suis le serviteur de Monseigneur, il ne faut pas qu'il me refuse un char. » Et selon Jean-Marie Durand, l'allusion à la plaine et à la montagne
montre que Nahour devait se trouver immédiatement au pied du Tur-Abdin. Et on sait par ailleurs que des Mariotes avaient été déportés à Nahour à cette époque. Après la chute du royaume de Haute-Mésopotamie, la ville de Nahour connut une histoire très chaotique, car elle fut disputée entre plusieurs rois de la région. Et cela montre que sa possession était essentielle pour tout roi qui voulait contrôler la partie occidentale de l'Ida-Maratz. Pendant les 3 années qui suivirent la mort de Samsi-Adou et le démembrement de son empire, un certain Askur-Adou a été roi de Nahour avant de devoir quitter la ville. Les péripéties fort compliquées de ce règne ont été reconstituées par Michael Guichard dans un article encore sous presse, mais accessible sur le site HAL du CNRS. Nahour passa ensuite sous le contrôle du roi d'Ilan Tsura, Hayasumu, dont nous dresserons un portrait dans un instant. Je ne rentrerai pas dans plus de détails, mais il faut souligner la conséquence de tous ces conflits. La ville déclina, ses principaux édifices, temples de Hadou, palais, fortifications, tombèrent en ruine. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant quand nous devons interpréter les vestiges archéologiques. On voit que la ruine de certaines villes, ça peut se produire très rapidement en quelques années, et donc c'est quelque chose à retenir. Cependant, Nahour figurait sur un itinéraire des marchands assyriens en route vers l'Anatolie, même si on ne possède dans leurs archives que 3 références à Nahour en tout et pour tout. On a une séquence Katara, Tarakoum ou Daragum, Apum, Amaz, Nahour, Louraya. Donc c'est un trajet qui permet de franchir le Djebel Sinjar. On reviendra là-dessus prochainement. Et il est clair que la ville de Nahour tirait des ressources de ce commerce. Mais, précisément en raison des troubles que connut Nahour dans la première moitié du règne de Zimrilim, les marchands assyriens cessèrent d'y faire étape, et cela, évidemment, a diminué les taxes qui frappaient les marchandises de passage. C'est ce que décrit Iturazdu en ces termes. Auparavant, lorsque Karnilim et Hayasumu étaient allés à Nahour, ils avaient déclaré ceci à propos de la route des marchands d'Achour. La route des marchands passait naguère du côté de Nahour, et il y avait une taxe mixum, qu'une enquête soit faite à son sujet, qu'ainsi il n'y ait pas de perte pour le pays. Voilà ce qu'ils ont décrété. Depuis ce jour, Hayasumu s'est mis à convoiter la taxe mixum. Il a, et puis là il y a un verbe qui manque, la route vers Isalou, et ensuite il y a une grande lacune. Voilà un document qui est très intéressant pour montrer, je dirais, de l'intérieur l'attention que portaient à ce commerce les dirigeants des principautés traversées par les marchands assyriens. Les thym et les étoffes destinés à Kanesh étaient taxés en route. On le savait par les comptes des marchands retrouvés dans leur maison à Kultepe, mais on a ici un témoignage supplémentaire qui a l'intérêt de provenir des bénéficiaires de ces taxes. Nous arrivons maintenant au personnage d'Iturazdu et au portrait qu'il est possible de le dresser. Iturazdu a d'abord été connu par une lettre très célèbre publiée par Georges Dossin en 1948. Ce n'est pas le portrait d'Iturazdu, c'est le portrait de Georges Dossin que vous avez ici. Iturazdu y rapporte au roi de Mari un rêve qu'a eu un individu lors duquel il entrait dans le temple de Terka et le dieu Dagan le chargeait d'un message pour Zimrilim. C'était la première fois qu'on avait ces sortes de prophéties, donc ça a bien entendu intéressé énormément de monde. Et dans son article, Dossin résumait alors la carrière d'Iturazdu en 2 temps, d'après les inédits qu'il avait déjà déchiffrés. Il ressort de leur lecture que ce fonctionnaire a occupé 2 postes. Il a été gouverneur de la ville de Nahour, située en Mésopotamie du Nord. Alors, aux environs de Haran, c'est ce qu'on croyait à l'époque. En réalité, on sait maintenant que c'est plus à l'est. On le trouve ensuite à Mari, où il paraît bien avoir occupé le poste d'intendant du palais.
Mais la suite de la recherche a montré que Iturrasdu a en réalité été également gouverneur de Sagaratum, après Sumrurabi et avant Yakimadou. Et donc, en 1979, Maurice Biraud résumait sa carrière ainsi, gouverneur de Sagaratum, puis de Nahour, enfin de Mari. Or, nous savons maintenant que l'ordre des postes est à inverser. En bon français, Biraud avait cru qu'on avait fait affaire à un fonctionnaire de province qui avait fini sa carrière en montant à la capitale. Mais dans l'Antiquité, c'est souvent le contraire qui est vrai. Les rois préféraient confier les postes les plus lointains aux individus dans lesquels ils avaient le plus confiance. On possède actuellement 75 lettres envoyées par Iturrasdu. Celles qu'il écrivit au début de sa carrière lorsqu'il était gouverneur de Mari ont été réunies par Jean-Marie Durand dans ARM 33. La plus grande partie de celles qu'il écrivit depuis Nahour, étudiées par Michael Guichard, sont à paraître dans un futur qu'on espère proche. À la fin de l'année 5 de son règne, Zimri-Lim décida en effet de tester une formule exceptionnelle, transformer Nahour et sa région en une province mariotte, bien que le district environnant la ville ne soit manifestement pas en continuité territoriale avec le reste du royaume. On sait en effet que la frontière du royaume de Mari sur le Rabour était située à Tabatoum, en aval de Tel Tnenir, et la situation est malgré tout différente de celle de Al-Artoum, parce que dans le cas d'Al-Artoum, il s'agissait simplement de la jouissance d'un domaine, et vous vous rappelez qu'il était clair que Zimri-Lim n'avait pas la souveraineté sur Al-Artoum, alors qu'ici, à Nahour, on est bel et bien dans le royaume de Mari. Et l'aspect exceptionnel de cette formule apparu clairement aux contemporains. C'est ainsi que le roi d'Izallu, Yaprurlim, s'adressant à Iturrasdu, lui écrivit « Tu demeures à Nahour comme représentant personnel de Monseigneur ». Représentant personnel, c'est une traduction un peu large du mot à mot qui dit « comme le corps de Monseigneur ». Donc on ne peut pas plus clairement exprimer le fait que, en effet, Nahour est dans la zone de souveraineté directement dans le royaume de Zimri-Lim. Et si Zimri-Lim a choisi de procéder ainsi, c'est qu'il lui fallait implanter plus fortement son autorité dans une région instable, mais d'une importance considérable, aussi bien d'un point de vue stratégique que pour la survie des troupeaux nomades simalites qui arpentaient la région. Et donc, pour tenir le rôle de gouverneur, avec le titre de Chapitum, eh bien Zimri-Lim a choisi un homme qu'il connaissait bien, puisqu'il avait été le gouverneur de Mari, c'était donc Iturrasdu. Le malheureux Iturrasdu, en arrivant, s'est rendu compte, mais il le savait déjà, que c'était une marque de confiance, certes, mais, comme nous dirions familièrement aujourd'hui, ce n'était pas un cadeau. Il a retrouvé une ville dans un état catastrophique. Et une de ses premières lettres, il rappelle au roi « Monseigneur sait que je me suis installé dans une ville en ruine ». Et c'est pour nous une grande chance, parce que le gouverneur, en insistant au fil des lettres sur les très mauvaises conditions de vie à Nahour, nous donne ipso facto de nombreux détails sur la région à laquelle il a été envoyé. Il lui a fallu d'abord s'imposer face à Rayasumu, qui avait auparavant contrôlé la ville, et ce ne fut pas facile. Il se plaint en ces termes « Rayasumu a la haute main sur le palais, l'ergastule, les villages et la taxe mixum de Nahour. Quant à moi, je peux seulement me lamenter avec les gens de la garnison que Monseigneur a laissée. Pourtant, je garde la ville de Monseigneur. Il faut qu'aujourd'hui Monseigneur se montre plus ferme et qu'il retire à Rayasumu, village et mixum de Nahour, et qu'il les remette entièrement à ma main. » Donc on a bien l'impression qu'Iturrasdu n'a pas encore accès au palais et qu'il doit se contenter de résider dans le fort dévolu aux soldats de la garnison mariotte. Celle-ci devait compter entre 50 et 100 soldats, si on en juge par une demande d'équipement de 50 à 60 lances, qu'on citera tout à l'heure. Et quand Iturrasdu put inspecter le palais,
il constata que quelques femmes y logeaient encore, mais que, là encore, le bâtiment tombait en ruine. Le gouverneur de Katunan lui envoya un maître maçon, je dirais aujourd'hui aussi éventuellement un architecte, pour une durée d'1 mois seulement, et on peut penser que les travaux ont été accomplis par la population locale au titre de la corvée. Je l'ai déjà dit, c'était le temple de l'orage, Addu, qui était la divinité principale de Nahur, et son temple était également en très mauvais état à l'arrivée d'Iturasdu. Ce sont des prophéties qu'Iturasdu transmis au roi de Mari que nous en informe. Il y a d'abord une lettre dont le début a disparu, mais qui est sûrement attribuable à Iturasdu, qui retranscrit donc une prophétie. Le dieu réclamait au roi de Mari la restauration de la porte de son temple. Et le début est cassé, mais on voit que c'est une prophétesse qui reproduit directement le message du dieu. Celui-ci dit « À l'intérieur de mon temple, il a, et puis c'est cassé, il a donné. Envoie-moi un ventail, encore une petite lacune. Depuis ton enfance, je te traite bien. » Donc là, c'est le dieu qui parle au roi Zimrilim. « Je ne cesse de t'amener là où il fait bon être. Or, si je te demande quelque chose pour moi, tu ne me le donnes pas. Maintenant, fais une offrande à Nahur, donne-moi l'objet de mon désir que je t'ai dit, ce que depuis les temps anciens j'ai donné à la main de tes pères, présentement, c'est à toi que je le donnerai. L'ennemi qui adviendra, je l'entasserai sous tes pieds, je ferai retourner ton pays à l'abondance et à la prospérité. » Et ici, Iturasdu reprend la parole. « Voilà ce que cette femme m'a dit. J'ai envoyé à Monseigneur ces termes exacts. Présentement, j'ai fait porter à Monseigneur la mèche de ses cheveux et la frange de son vêtement. Monseigneur doit faire prendre les présages et agir selon ce que le Dieu répondra à Monseigneur. » Donc, on voit que la fin du passage montre que ce message du Dieu formulé à la première personne a été reproduit verbatim par le gouverneur, c'est du moins ce qu'il prétend, mais il est évident que ce qu'il reproduit, c'est ce que la femme lui a dit. Donc il y a l'intermédiaire de la femme qui est porte-parole du Dieu, et puis ensuite il y a Iturasdu qui met par écrit ces paroles. Et on voit par la fin de cet extrait que le dieu a choisi une femme comme porte-parole. On ne sait pas si c'était une femme ordinaire, ça arrive parfois, ou si elle appartenait au personnel du temple, et dans ce dernier cas, il pourrait s'agir aussi bien d'une apiltum que d'une muchutum, puisque les deux termes sont attestés. Il existe une autre lettre fragmentaire où Iturasdu reproduit une prophétie beaucoup plus brève. Ainsi parle Addu, qu'il installe ma statue à Nahur. Donc, le il, manifestement, c'est le roi Zimrilim, mais ce texte, dans sa brièveté, ne permet pas d'en savoir plus, et donc on ne sait pas s'il s'agit d'une statue qui a été déplacée et qui doit être remise en place dans le temple, ou si il faut fabriquer une statue de toutes pièces. Les données sur la ville même de Nahur ne sont pas très nombreuses, et c'est assez logique. Aux habitants de se débrouiller, le gouverneur avait assez à faire avec les monuments publics. On sait malgré tout qu'au moment où Iturasdu arriva, il restait encore 80 maisonnées. Un repeuplement systématique a été organisé, comme le montre une lettre attribuable à Iturasdu, dont le contenu a été résumé par Michael Guichard ainsi. 200 personnes devaient venir d'Urgish, la ville voisine de Nahur et l'une des plus peuplées des environs, 300 autres de divers endroits de l'Idamarats, 200 seraient fournis par Hayasumud Ilansura, 200 par Karnilim, le roi d'Andarig, qui devait envoyer des gens soit depuis le Sinjar, soit depuis le pays d'Apum, dont Cherna, la capitale, était alors sous la tutelle d'Andarig. On verra ça la semaine prochaine. Et le gouverneur enregistra nominativement tous les habitants de la ville, y compris les femmes et les enfants, et il est dommage que cette tablette, si elle a été conservée, n'ait pas encore été identifiée dans les grands registres conservés dans le palais de Mari. Il suffit que l'endroit où figure le nom de Nahur ait été abîmé
par un coup de piochon de l'archéologue, selon toute vraisemblance, plutôt que par les soldats d'Hammurabi, comme le disait la tradition. En tous les cas, ce dossier est très intéressant et il doit être médité par les archéologues qui réfléchissent aux questions de démographie historique. La ville ainsi repeuplée n'en demeurait pas moins dans un état économique très précaire. Et Iturrasdu souhaita que les ressources agricoles très fragiles soient complétées par la taxation du commerce. Donc, du point de vue de l'agriculture, eh bien, Iturrasdu indique que quand il s'est installé, les terres cultivables étaient quasiment à l'abandon, et il réclame 30 bœufs de labour, sur lesquels finalement 23 lui furent fournis, mais il s'est rendu compte évidemment que la première moisson ne suffirait pas aux besoins des habitants qu'on venait de réinstaller dans la ville, et il obtint heureusement que des céréales soient acheminées depuis la province de Katunan sur le Rabour inférieur, qui permettait de faire la soudure avec la moisson de l'année suivante. Dans la lettre dont nous avons déjà lu le début, Iturrasdu expliquait au roi de Mari à quel point contrôler à nouveau le passage des caravanes assyriennes pourrait se révéler économiquement fructueux. Je cite, « En ce qui concerne le bronze nécessaire à mon palais, à qui dois-je écrire ? Que mon seigneur se montre plus ferme, afin que je puisse faire revenir la taxe mixum de Nahour entre mes mains, afin que la situation de mon palais ne se dégrade pas. Si je pouvais me procurer ainsi entre 50 et 60 lances de bronze, ne serait-ce pas une bonne chose ?» Et vous voyez ici la façon dont le gouverneur parle du palais de Nahour en disant « mon palais », ce qui a des parallèles sous le calame d'autres fonctionnaires. Mais on voit surtout la façon dont ce palais est, pour ainsi dire, personnifié, parce que l'expression qui est ici employée, le visage qui s'assombrit, d'habitude, c'est employé à propos d'individus. Il semble donc que les marchands assyriens aient repris l'habitude de faire étape à Nahour, en route vers la Cappadoce, et une autre lettre d'Iturrasdu, plus tardive, est absolument extraordinaire. « Monseigneur m'a écrit ainsi. J'ai fait porter par une caravane de marchands d'Achour un présent au roi de Kanesh, donc au centre de l'Anatolie. Ils sont bien revenus, mais quoiqu'eux-mêmes aient pu parler au roi de Kanesh, il ne m'a pas retourné de réponse à mon présent. De fait, ils ont éconduit mes messagers. Les marchands assyriens passent régulièrement au-dessus de chez toi. Aie l'œil, je veux faire intercepter une caravane transportant une valeur de 3 talents d'argent de marchandises. Voilà ce que m'a écrit mon seigneur. Il n'y a pas de caravane qui transporterait 3 talents d'argent de marchandises. Il n'y en a que de 20 ou 30 mines d'argent à passer régulièrement. Si mon seigneur l'ordonne, il faudrait qu'il envoie rapidement une réponse à ma tablette afin que j'intercepte une caravane de 20 ou 30 mines. Alors ce texte est tout à fait passionnant pour 2 raisons. On voit d'abord la manière dont Zimrilim s'y prend pour entrer en contact avec le roi de Kanesh. Il fait porter un présent par des marchands assyriens. Mais bien que ceux-ci aient eu une entrevue avec le roi local, Zimrilim n'a pas reçu le contre-don auquel il s'attendait selon le code qui régissait alors les relations diplomatiques. Et le roi de Mari soupçonne les marchands assyriens de n'avoir pas rempli leur mission comme il l'avait promis, et donc il veut se venger d'eux. Et c'est là que la lettre devient encore plus intéressante, parce que Iturrasdu informe Zimrilim qu'il s'illusionne sur l'importance des caravanes qui passent par Nahour. La valeur des marchandises transportées n'est pas de 3 talents, c'est-à-dire 180 kilos d'argent, mais même pas le 10e, 20 à 30 mines, c'est-à-dire 10 à 15 kilos. Et cela correspond tout à fait à ce que les spécialistes du commerce paléo-assyrien savent depuis longtemps, le commerce correspondant à ce qu'on appelle la phase 1B de Kultepe, c'est-à-dire la phase la plus récente, était beaucoup moins florissant que celui de la phase antérieure, celui du niveau 2 du comptoir assyrien à Kanesh. Alors,
pour finir, eh bien, il faut parler de la localisation antique de Narour. On a vu donc qu'elle se trouvait sur la route, ou une des routes des marchands assyriens vers la Cappadoce. On a vu qu'on est dans une zone à proximité de la montagne, au pied du Turabdin. Et puis, on a vu que Narour se trouvait à proximité d'Urgish, désormais localisé à Tel Mozan. Michael Astour avait proposé de localiser Narour à Kiziltepe, dans la région de Mardin, mais j'ai proposé depuis que ce site puisse correspondre à l'antique Ashlaka. De son côté, Forlanini a proposé de localiser Narour à Tel Dibak, ce qui paraît peu probable pour deux raisons. D'abord parce que cette proposition est liée à sa localisation d'Ashnakum à Tel Ailoun, ce qu'on sait désormais être faux, et puis aussi parce que ce site est assez éloigné de Tel Mozan. J'ai proposé jadis de localiser Narour à Tel Ailoun, un site que j'ai visité en 1984 lorsque Jean-Marie Durand, Bertil Lyonnais et moi-même arpentions la région occidentale du triangle du Rabour, qui a fait dans les années suivantes l'objet d'une prospection systématique dirigée par Bertil Lyonnais. Le site a seulement été brièvement sondé par Malowan en 1936, puis par Mortgat en 1959, mais ça n'est qu'une hypothèse. Il faudrait une fouille de ce site pour acquérir une certitude, et on peut craindre que ce ne soit pas pour demain. Alors il y a un contre-argument qui a été donné par Michael Guichard, c'est le fait que, d'après Bertil Lyonnais, il n'y a aucune céramique médio-assyrienne qui a été ramassée sur ce tel, alors qu'on connaît l'importance de Narour à cette époque. Donc la question reste ouverte. Et nous passons maintenant à une ville pas très éloignée de Narour, Ilan Soura. On commencera par voir le problème de sa localisation, on dressera ensuite le portrait de son roi Rayassumu et, pour finir, celui du chef de la garnison Mariotte. La ville d'Ilan Soura est mentionnée une cinquantaine de fois dans les textes de Marie. On trouve généralement la graphie Ilahan Tsura, mais parfois aussi Ila Tsura ou encore Dingir La Tsura, qui montre que le nom pouvait se prononcer Ilat Tsura avec une assimilation du N au Tsadé. L'étymologie de ce toponyme reste à établir. Jean-Marie Durand pense qu'il pourrait faire allusion à une particularité du paysage. Donc, ça signifierait quelque chose comme « deux dieux sont les deux rochers ». Je n'ai pas retrouvé où il a écrit ça, et lui ne se rappelle pas, donc il y a un café, si quelqu'un parmi vous retrouve la référence, ça vaut aussi pour les gens en ligne. Merci d'avance. En tout cas, on peut estimer en effet que le site s'est à l'origine établi sur un double monticule rocheux qui aurait été divinisé. J'avais indiqué de manière empirique que Ilan Soura se trouvait à proximité de Shubat-Enlil, Karat et Tadoum. Et il y a eu deux propositions plus précises qui ont été faites ensuite. Michael Guichard opte pour Tel Charissi et Marcus Weffler, lui, a proposé Tel Farfara. Ce sont deux sites qui sont distants de 10 km et donc pour l'instant, il est évidemment impossible de trancher. Mais une de ces deux propositions a des chances d'être la bonne. Contrairement à la plupart des autres villes de l'Ida-Maratz, comme Ashnakum, Ilan Soura a été marquée par une très grande continuité politique. Pendant toute la durée du règne de Zimri-Lim, eh bien, on ne connaît pour Ilan Soura qu'un seul roi, Rayassumu. D'après une allusion dans une lettre de Yassidagan, il semble que Rayassumu ait fait partie des rois qui retrouvèrent leur trône après la fin du royaume de Haute-Mésopotamie. Et Rayassumu servit d'intermédiaire à Zimri-Lim auprès des rois de la région. Je vous rappelle cette lettre que nous avons déjà vue la semaine passée. Tous les rois se sont rassemblés à Narour devant Rayassumu et dans leur assemblée, ils ont dit ceci: il n'existe pas d'autre seigneur et père que Zimri-Lim et Rayassumu. Nous ferons tout ce que dit notre seigneur
Zimrilim. Voilà ce que ces rois ont dit dans leur assemblée. Et donc on assiste ici à l'instauration d'un système de fidélité à 3 degrés. À la base, vous avez les rois de l'Idamarats, ils sont les fils de Rayasumu, et ils sont en même temps les serviteurs de Zimrilim, qui est au sommet de la pyramide. Cette primauté de Rayasumu sur les rois de l'Idamarats se voit notamment au moment de la campagne au secours du Yamhad que nous avons étudié au début de l'année. Vous vous rappelez qu'il s'agissait de réunir des troupes pour aider le roi d'Alep Yarimlim dans sa lutte contre des rois rebelles, à commencer par celui d'Azara, et Rayasumu écrivait alors à Zimrilim autre chose. Concernant le rassemblement des troupes de l'Idamarats, à propos de quoi tu m'as écrit, j'ai envoyé ta tablette avec son enveloppe, ainsi que mes tablettes, à tous les rois en vue de rassembler leurs troupes. À présent, les troupes des rois, de l'un 100 de ses hommes, de l'autre 50 de ses hommes, se trouvent auprès de moi. L'allusion à la tablette reçue de Zimrilim et à son enveloppe est très intéressante parce qu'elle montre bien que le sceau de l'expéditeur qui était déroulé à la surface de l'enveloppe, et ici vous voyez un tout petit morceau de la monture, le sceau était déroulé au milieu sur la partie qui a été enlevée sur cet exemple, eh bien ça pouvait véritablement servir de mode d'authentification d'un message. Les rois de la région ne devaient pas avoir de doute sur le fait que l'ordre de mobilisation venait bien du roi de Mari en personne, et donc après avoir ouvert l'enveloppe, eh bien on a gardé les fragments et on a fait circuler ensuite les fragments d'enveloppe, et on pouvait voir que la tablette rentrait bien à l'intérieur de l'enveloppe, et donc que c'était quelque chose qui venait bien de Zimrilim. Rayasumu avait auprès de lui un ministre nommé Akba Aboum, et on connaît également le gouverneur d'Ilan-Soura, qui s'appelait Tsuriya, et selon une structure qu'on retrouve dans beaucoup d'autres capitales, il y avait à Ilan-Soura une garnison de soldats mariottes, qui étaient là à la fois pour aider en cas de besoin le roi vassal de Zimrilim, et en même temps, évidemment, pour le contrôler. Et donc, on connaît bien cette garnison grâce aux lettres envoyées par les responsables Uchtashniel, Shaknum et Yamtsum. Et c'est grâce à eux qu'on connaît une bonne partie de ce qui se passait à Ilan-Soura. Le reste est connu par les lettres des filles de Zimrilim qui, comme on va le voir, ont été données comme épouses à Rayasumu. La vie en garnison n'était sûrement pas agréable, et donc on voit un de ses chefs demander à être relevé. « Dis à mon seigneur, ainsi parle ton serviteur Uchtashniel, la ville d'Ilan-Soura, le roi Rayasumu, la troupe de mon seigneur et moi, je vais bien. Depuis 5 ans, je suis en garnison à Ilan-Soura. Maintenant, s'il plaît à mon seigneur, que mon seigneur envoie un remplaçant. Sinon, si mon seigneur dit « Tu es muté définitivement à Ilan-Soura », que mon seigneur me l'écrive et j'en serai informé. Autre chose, tandis que je réside en garnison, pourquoi le Sugagum Mashum émet-il des prétentions indues sur ma maison? Il a quitté sa maison pour habiter ma maison. Le Sugagum Mashum l'a emporté pour ses descendants. Et donc on voit que, malgré les protestations d'obéissance que l'on attend de la part d'un militaire, Uchtashniel, en fait, demande à être relevé avant tout pour régler ses affaires dans le royaume de Mari. Quelqu'un a profité de sa longue absence au loin pour s'emparer de sa maison et apparemment prendre non seulement la jouissance de la maison, mais la pleine propriété. L'allusion à la transmission, à la descendance le montre. Mais Uchtashniel ne revint pas à Mari et il partagea la direction de la garnison avec Yamtsum. Un des problèmes qui se posait pour cette garnison, c'était celui de son entretien. Il semble que, normalement, elle était à la charge du roi local, mais Rayasumu faisait des difficultés pour remplir ses obligations. Et donc voilà une lettre reconstruite à partir de plusieurs fragments, ça fait toujours plaisir, qui est devenue complète et qui nous dit ceci. Monseigneur, c'est-à-dire Zimrilim, s'est fatigué à force d'écrire sans cesse, afin que Monseigneur, le roi local Rayasumu, livre de la farine aux soldats.
Je lui parle au sujet de la livraison de farine au fantassin, mais il n'en envoie pas. À cause de la farine qu'il ne me donne pas, depuis 8 jours, je ne suis pas entré pour prendre part à son repas. Présentement, 3 années de grains constituent ma ration. Le chef de section Oubaria et les lieutenants de mon commandement reçoivent une ration de grains comme de simples fantassins. Présentement, son général ne doit recevoir que 3 années de grains, comme moi-même. Son chef de section et ses lieutenants doivent recevoir du grain comme de simples fantassins. Que Monseigneur ne leur donne pas de la farine, de même que les fantassins de Monseigneur ne reçoivent que du grain, que Monseigneur ne leur donne que du grain. Présentement, à partir de ce jour, que les fantassins reçoivent chacun une ration mensuelle de 20 litres de grain, donc même pas 1 litre par jour, ce qui est considéré comme la norme. Alors, vous voyez qu'on a ici une réclamation qui est double. D'une part, les quantités sont insuffisantes, et donc il y a une sorte de baisse de grade, puisque chacun reçoit la ration qui devrait être celle des personnes d'un grade inférieur. Et puis, par ailleurs, ce qui est livré, c'est du grain et pas de la farine. Et ça implique donc que les soldats doivent se livrer eux-mêmes au travail de la mouture, et à l'époque, en principe, c'est un travail qui est accompli par des gens qui sont des esclaves, et en particulier par des femmes. Donc c'est doublement stigmatisant pour des soldats. Et donc, comme il y avait aussi des soldats de Rayasumu qui se trouvaient auprès de Zimrilim à Mari, eh bien, en représailles, Yamtsum demande au roi de Mari de traiter aussi mal les soldats venus d'Ilan-Sura que lui-même et ses hommes sont maltraités par Rayasumu. On va passer maintenant à la vie privée de Rayasumu. Son dossier représente un cas unique parce qu'il a épousé successivement 2 filles du même roi, c'est-à-dire Zimrilim. Alors, une première étude a été rédigée par Jean-Marie Durand, j'avais repris le dossier dans ARM 26.2, et puis Nele Ziegler a proposé encore quelques modifications chronologiques. La première fille de Zimrilim qui fut donnée en mariage à Rayasumu se nommait Shimatum. Alors ça a posé quelques problèmes dans l'histoire de la recherche, parce que quand le nom était un peu cassé sur les documents, on ne savait pas si c'était Shimatum ou bien si c'était Shiptu, dont le nom est parfois écrit Shiptum. Il suffisait que la syllabe du milieu soit cassée, et donc il y a des textes qui ont été mal interprétés. Aujourd'hui, tout cela a été rectifié. On possède 4 lettres d'elle adressées à son père, et en outre, le contenu de sa dot est connu par 2 textes quasi duplicats. Vous en avez un à l'écran. Ce qui est remarquable, c'est qu'environ 2 ans après ce premier mariage, Zimrilim a donné une autre de ses filles comme épouse à Rayasumu, qui s'appelait Kirum. Alors, en soi, le fait n'a rien d'étonnant, puisque on sait que beaucoup de rois à cette époque avaient 2 épouses principales. Pour Zimrilim, il s'agissait de Damroratsi et de Shiptu, l'une princesse de Katna et l'autre princesse d'Alep. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que Rayasumu a épousé 2 filles du même roi. Et cette situation a été ressentie à l'époque même comme extraordinaire, comme le montre cette lettre de Yamtsum qui faisait des reproches à Rayasumu. Depuis que Samsiadou est mort, il y a eu 4 rois puissants, mais ils n'ont pas épousé 2 filles de la famille de Yardunlim. Présentement, des filles de Monseigneur, tu en as épousé 2. Or, tu as proféré des sarcasmes à l'égard de Monseigneur. Donc le raisonnement de Yamtsum est clair, le fait même d'avoir épousé 2 filles de Zimrilim constitue une faveur exceptionnelle qui aurait dû rendre Rayasumu encore plus fidèle au roi de Mari. On possède 6 lettres écrites par Kiru à Zimrilim. Alors, il y en a une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle nous montre l'existence à Ilan-Sura d'une structure, d'un bâtiment qui s'appelait Maison de Mari et qui rappelle la maison de Shubaten-Lil dont nous avons constaté l'existence à Ashnakum la semaine passée. Je cite le texte. « Présentement, ce sont 32 domestiques qui habitent la maison de Mari. À partir de maintenant, je me suis adonné à la réalisation de cette maison, et le jour où mon père se sera décidé à venir, qu'il m'écrive afin que je prenne mes dispositions. » Donc, c'est ce bâtiment
qui est confié à la responsabilité de Kirou, qui est par ailleurs désigné comme maison de Kirou dans d'autres textes. C'est dans ce bâtiment que Zimrilim était censé résider lors d'un séjour éventuel à Ilan Soura. Kirou aurait dû être heureuse parce qu'elle a donné un héritier à son époux Rayasumu, comme l'indique une lettre de Chaknou. Autre chose, Kirou a accouché d'un garçon, que Monseigneur se réjouisse. Et on peut même dater l'événement de l'année 7 de Zimrilim. Mais par la suite, les choses se sont gâtées. Et une hostilité très importante s'est fait jour entre Shimatum et Kirum. Alors, dans un premier temps, Jean-Marie Durand avait interprété l'hostilité entre les deux sœurs comme résultant d'un conflit d'ordre privé, Kirum accusant sa sœur d'avoir mis la main sur sa cassette de bijoux, de lui avoir piqué ses servantes, etc. Mais ensuite est parue la correspondance de Yamtsu, mais elle a montré que cette opposition a eu aussi une dimension politique marquée. Kirum a reproché à son époux de prendre le parti des Élamites qui ont envahi la région, on y reviendra la semaine prochaine. Et dès lors, elle a écrit des lettres de plus en plus dramatiques à son père. Elle a été accusée d'espionnage au profit de son père. À Monseigneur et à l'Étoile, dit « Ainsi parle Kirou, ta fille. Noum et Uluri ont assisté à mon procès, et je n'ai pas été trouvé coupable. Voici ce qu'avait dit Rayasumu. Tu bavardes avec mes servantes et serviteurs, et tu fais des rapports détaillés à ton père. Et toi, tu mets à sa disposition des notices sur Ilan Soura. » Donc, en effet, une accusation d'espionnage. Et dans une autre lettre, Kirou décrit dans des termes poignants sa détresse. « Je suis sans force. On m'a fait sortir de chez moi. On estime un chien plus que moi. Tout en me trouvant dans une demeure de luxe, je suis prisonnière et en danger de mort. C'est une chose dont tu es informé. Voilà que je te fais porter mes cheveux de ma tête et une guenille qui a été arrachée sur moi-même. Je les ai remis au porteur de cette tablette. » Et ici, c'est une allusion à la mèche de cheveux et à la frange de vêtements qu'on doit normalement envoyer pour la divination. Mais ici, les termes qui sont employés sont des termes très dépréciatifs. C'est une touffe de cheveux, simplement, et pas une mèche, comme c'était arraché, et puis une guenille. Or, tout d'un coup, Rayasumu me dit en face: « Es-tu ici comme représentant du roi, Razannum? Une fois que je t'aurai liquidé, que vienne ton étoile et qu'il te ramène. Si Monseigneur doit me laisser ici et ne pas me ramener, sûr, je mourrai, je n'en réchapperai pas. » Et finalement, Kirou a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du chantage au suicide. Dis au Seigneur et à l'étoile: « Ainsi parle Kirou, ta fille. J'en ai assez de la vie, à force d'entendre les propos de Shimatum, sa sœur. Si Monseigneur ne me ramène pas à Marie, je courrai à l'instant me jeter du toit. Que Yarimadou expose toute l'affaire au Seigneur. Je suis allé trouver moi-même Rayasumu. Tu es assurément roi. Qui suis-je, moi? La servante d'un particulier? À force de supporter cette situation, j'en ai assez de la vie. Que mon père m'envoie un message, qu'on me ramène à Marie. Je ne désire plus une situation de premier plan. Et puis, bien le bonsoir. » Ça, c'est une traduction un petit peu large de Jean-Marie Durand. Alors, il a tranché par devant les rois la frange de mon vêtement en disant « Va-t'en à la maison de ton père, j'ai détourné les yeux loin de la face de mon épouse. » Et ici, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, Rayasumu accepte de répudier son épouse. En termes de divorce, on peut discuter beaucoup, mais ici, c'est ce qui est demandé par l'épouse, malgré tout. Le geste accompli par Rayasumu, qui consiste à couper un élément du vêtement, c'est l'inverse du geste qui était accompli lors du rituel du mariage, qui consistait à nouer ensemble les franges des vêtements des deux époux. Lundi prochain, nous nous déplacerons un peu plus à l'est, à Shubat-Enlil, une ville qui présente, elle, l'avantage d'avoir été localisée et fouillée, mais sa proximité avec Ilan Soura fait que les deux villes ont eu un certain nombre de vicissitudes en commun. Et donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous pour le prochain épisode de notre saga. Et pour l'instant, je vous remercie de votre attention.